bouger. Bouger, c'est hyper important. Se fatiguer un petit peu physiquement. En fait, le sommeil, tu as parlé du rythme circadien. C'est un des processus. Le deuxième, c'est un processus qu'on appelle homéostatique, où on pourrait dire comme la pression du sommeil. C'est comme un vase de fatigue qui se remplit et puis qui se vide pendant la nuit. Tu vois? Donc, si tu restes éveillé après 23 heures, 24, tu sens toujours cette chape de plomb ou de fatigue qui t'oppresse. Et puis, ça se vide pendant le sommeil et ça recommence. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 9e épisode et 2e hors-série du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine et des personnes qui vont nous aider à performer dans nos domaines respectifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Bénédicte Wildhaber, psychologue du travail et directrice de la société Mediloom qui est basée à Neuchâtel. Salut Bénédicte. Salut Brian. Merci d'avoir accepté de faire cette conversation avec moi. Merci beaucoup de l'invitation à toi. Avec plaisir. Et j'aimerais juste remercier l'entreprise Schwab System où on se trouve actuellement et particulièrement Leila Schwab qui est intervenue dans mon podcast. C'était l'épisode 4 et elle a bien voulu nous prêter ses locaux pour qu'on puisse avoir cette conversation. Merci beaucoup, effectivement. Et donc, je vais t'introduire brièvement. N'hésite pas à intervenir s'il y a des éléments que tu aimerais ajouter ou soulever. Très bien. Donc, Bénédicte, donc, comme je l'ai dit, tu es psychologue. Tu t'es spécialisée en lumière ou éclairage. Oui, ouais, je rajoute à la fin, t'inquiète pas. D'accord. Dans le travail de nuit, dans le travail posté, les rythmes biologiques, la chronobiologie, les performances, la luminothérapie. Et donc, comme j'ai dit, tu es directrice de la société Mediloom. Et là, vous avez 3 départements et tu es responsable de ces 3 départements. Donc, il y a la luminothérapie. Pour cette partie-là, il y a toute la partie conseil et distribution. Après, il y a la formation en luminothérapie. Et les rythmes biologiques, et puis la santé au travail. Exact. Ok. Donc, comme je te l'ai dit, moi, la partie qui m'intéresse particulièrement, mais après peut-être que ça touche les autres départements, c'est le sommeil. Et quand on parle du sommeil, on va aussi parler de rythme biologique, de luminothérapie. Et moi, je voulais en fait commencer notre discussion en te demandant quelle est l'importance du sommeil. Alors, c'est déjà une vaste question. C'est très bien qu'on s'en tienne au sommeil. Alors, voilà, le sommeil, c'est ultra important pour la santé. On y passe au minimum un quart de nos journées, voire davantage. Et puis, il s'y passe beaucoup de choses. Développement du système immunitaire, sécrétion d'hormones, renforcement de notre mémoire, repos physique, énormément de choses. Il y a un côté frustrant au sommeil. C'est vrai que les gens, tout d'un coup, la conscience s'échappe, on dort, on ne sait pas ce qu'on fait. Et il y a eu une tendance en tout cas à vouloir le raccourcir. On avait tendance à opposer performance et sommeil. Ouais. Et puis au final, on se rend compte que non. Je dirais que les dernières années, on apporte un intérêt vraiment croissant au sommeil, même dans le domaine du travail, parce qu'un employé ou même un cadre, un directeur qui veut être performant, il doit être en pleine capacité de ses fonctions. Et donc voilà, le sommeil est fondamental pour rester en bonne santé. Donc, toi, tu vois une courbe croissante donc par rapport aux personnes qui font attention au sommeil. Tu trouves que les gens font de plus en plus attention ? Alors oui, les gens reviennent sur une préoccupation du sommeil. Je pense que ça vient de plusieurs choses. Il y a les médias qui en parlent davantage. Nous, on le voit dans notre domaine. On en reparlera, mais prenons juste le thème de la lumière bleue. C'est un thème qui, dans le domaine de la chronobiologie, est abordé depuis 6-7 ans déjà. Et puis, les médias en parlent depuis peut-être 3 ans.
Et maintenant, on a aussi les sociétés qui fabriquent des écrans, qui s'y intéressent, qui font des filtres. Donc, ça peut dire à quel point maintenant on se dit, oups, peut-être le sommeil, on doit un petit peu plus le choyer et le protéger. On en voit les conséquences, en fait. Tout le monde s'y intéresse, que ce soit le milieu économique, que le milieu médical. Et puis, c'est la qualité de vie. Donc, dans plusieurs directions, on voit un intérêt croissant. Et puis, pour l'anecdote, je crois que la Silicon Valley aussi maintenant développe énormément d'outils high-tech pour améliorer la qualité du sommeil, pour être en fait le plus performant ou le mieux. Donc, oui, on a un retour à l'intérêt pour le sommeil, je crois. Je pense que si la Silicon Valley est en train de faire ça, nous aussi, on peut le faire. Voilà. Ouais, exact. Donc, quand tu parles de lumière bleue, on pense directement à tous les écrans, que ce soit les téléphones mobiles, tablettes, télévision, écran de PC. Et justement, c'est une thématique que je veux aborder avec toi, étant donné que concrètement, ça fait pas si longtemps qu'on est scotché sur nos téléphones le soir, on arrive, on se pose devant la télé, on regarde Netflix, et puis jusqu'à 22, 23 heures, et après on va directement dormir. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait quelques recherches à ce sujet. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup dernièrement. Et du coup, apparemment, par rapport aux écrans, en fait, on pourrait avoir l'impression, par exemple pour les personnes qui dorment bien, qui s'endorment directement, on pourrait avoir l'impression qu'effectivement on dort et qu'on a dormi une nuit normale. Mais en fait, il y a certaines choses qui se passent dans le cerveau. Et donc, il y a des ondes, il y a plusieurs stades où on ne va pas forcément y aller à cause de, ou pas assez rapidement. Et ça me mène à une autre question qui est, est-ce que tu pourrais définir le sommeil? Parce que comme tu as dit au début, hein, c'est hyper vaste. Oui. Et donc, justement, je t'ai parlé de ces stades. Oui. Qu'est-ce que le sommeil, concrètement? Oui. Alors, le sommeil, c'est des cycles et des phases, tu en as parlé. Donc, on pourrait assimiler, si on veut bien, à l'image d'un sous-marin, où en fait, on est le sous-marin et progressivement, on descend dans les profondeurs du sommeil et puis on remonte. Et en fait, le mouvement de descendre et de remonter correspond à un cycle d'environ 90 minutes. On ne doit pas négliger les différences individuelles. Quand en moyenne, on a 90 minutes pour un cycle et puis on fait un minimum de X cycles en fonction de nos besoins de sommeil. Donc une nuit en général c'est environ 7h30, tu vois, on situe entre 7 et 8 heures pour la plupart des gens. Donc, tu as d'abord le sommeil lent, le sommeil intermédiaire, le sommeil lent profond, et puis on va finir par le sommeil paradoxal, pour résumer. Et chaque phase a son rôle et est importante, et on parle de l'architecture du sommeil. Et donc, les médecins du sommeil peuvent détecter la qualité du sommeil. Tu parlais justement du fait que parfois, quelque chose pendant la soirée peut avoir un impact, prenons l'écran. On a l'impression qu'on dort, mais en fait, est-ce que l'architecture elle-même a été impactée? On n'en sait rien, on dort. Et puis, on a des indices quand même pour que la personne puisse se douter « Ah, peut-être que je m'endors facilement, mais peut-être que ma nuit n'était pas réparatrice. » C'est quoi ces indices? Alors, si on prend l'exemple des écrans, tu as... je dirais qu'en général, on peut se poser la question. Déjà, est-ce que... Moi, j'aime bien commencer en posant la question, quel est votre besoin de sommeil? Tu vois, on est différents. Certaines personnes vont dire qu'après 6 heures de sommeil, elles se sentent bien. D'autres, c'est plutôt 8h30 pour se sentir bien. Donc, déjà, est-ce qu'il y a un gap entre le temps que je passe au lit la semaine et puis est-ce que je le rattrape le week-end aussi? Parce que les moyennes ne sont jamais bonnes avec le sommeil. Et puis après, c'est, OK, j'ai dormi. Quand je me réveille, de 1 à 10, à quel point je me sens reposée. Et ça, c'est un bon indice, parce que si on a de la peine à démarrer le matin, si on est accro au réveil, par exemple, ou à plusieurs réveils, on peut se méfier que la qualité de son sommeil ou la quantité peut-être pêche un peu.
Ok. La quantité, ça pourrait être trop? Ah bien, alors oui, ça peut être trop. Ça peut être trop, ok. Des personnes dorment trop, des personnes pas assez, mais le problème c'est qu'on se rend compte aussi que dormir trop n'est pas bon pour la santé. Les raisons pourquoi on dort trop, en général, on tombe quand même un tout petit peu dans la pathologie. Donc, peut-être des personnes un petit peu déprimées, dépressives, ou si on a un sommeil de mauvaise qualité, finalement, on va dormir ne suffit pas. On a l'impression qu'on dort toujours plus et qu'on n'est pas reposé. Donc, on va tout au lit, on se lève au dernier moment et pourtant, voilà, on n'arrive pas à se sentir reposé. Donc là, on peut aussi se poser la question, est-ce que tout va bien dans mon sommeil? Et peut-être en parler à son médecin aussi. En fait, toi, donc tu as aussi une partie consulting en entreprise. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, par rapport au sommeil pour les personnes? Comment est-ce que tu suis je ne sais pas si tu les appelles des patients ou des clients, mais... Alors, ce sera peut-être plutôt les clients parce que je ne suis pas médecin puis que le vocabulaire est plus approprié. Mais je dirais que, alors, déjà, juste pour cibler la population qui m'est adressée, c'est souvent des gens peut-être dans la sécurité. Là, d'abord, c'était davantage travail de nuit, travail posté, décalage horaire ou voyage. Et puis après, parfois par bouche à oreille, quelqu'un dort mal. Et puis ça peut être au sein de l'entreprise, il en parle quand même au RH et donc, ou au psychologue du travail ou quelqu'un de référence. Et puis on me propose de suivre cette personne. Ou alors ça peut être aussi l'ami de... Voilà, c'est arrivé aussi. Okay. Et je dirais que vraiment dans la limite de mes compétences, parce que tu l'as abordé brièvement, le sommeil c'est de la médecine déjà. Et puis, il y a beaucoup de familles. Alors, moi, je suis spécialisée dans ce qui est des rythmes biologiques. Et ça, c'est une famille. Quand on a un problème d'apnée du sommeil, c'est encore autre chose. Quand on a un problème d'hypersomnie, voilà, il y a tellement de possibilités que mon rôle, ce sera peut-être, en tout cas vis-à-vis de l'entreprise, c'est de détecter est-ce qu'on a un réel problème, est-ce que la personne est à risque d'avoir tout d'un coup un accident. Donc, on évalue un petit peu la somnolence ou le handicap que représente le sommeil. Et puis après, le suivi en lui-même, alors il est relativement bref. En tout cas, quand on parle des rythmes biologiques, l'idée, c'est qu'au départ, tu reçois la personne et puis tu investigues un petit peu le minimum les différentes pistes. Tu regardes si cette personne a déjà consulté ou pas. Tu t'intéresses à son hygiène de vie en général. Enfin, voilà, le sommeil, c'est vaste et on ne peut pas aborder que le sommeil. On aborde les différents thèmes. Après, la personne, en général, ça c'est le côté ingrat, ça se passe aussi dans les centres du sommeil, il ne se passe rien, tu renvoies la personne avec un agenda du sommeil notamment, et puis tu lui demandes de noter. Parce que, alors les outils idéaux, mais voilà, dans le cadre de mes suivis, ce n'est pas nécessaire, c'est par exemple des montres qui mesurent elles-mêmes les choses, mais tu ne peux pas enlever dans le thème du sommeil la composante psychologique ou la perception du sommeil. Parfois, il y a des gens qui dorment bien, mais qui en ont une très mauvaise perception. Et ça, parfois, de le mettre par écrit, en demandant à la personne de tenir un agenda du sommeil, elle met les symboles, ça permet de lui parler des paramètres de base de son sommeil, de voir où il se situe, de voir combien il y a d'heures par nuit. Elle peut rajouter différentes choses. Donc, on fait comme ça pendant 7 à 14 jours, selon l'urgence de la situation. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'on observe, on refait un bilan. Et là, on met en place des mesures. Et puis là, la personne, je la revois encore 1 ou 2 fois. Donc, après, bien sûr, c'est individuel, c'est au besoin. Mais je dirais qu'en 4 séances, on a fait un petit peu le tour et la personne a des outils pour pouvoir retrouver la piste d'un meilleur sommeil ou comprendre pourquoi elle doit peut-être investiguer plus loin. D'accord. Et un agenda du sommeil, du coup, c'est en fait un suivi personnel, comme tu dis, on pourrait le faire avec une montre, mais
voilà, si on n'en a pas, c'est simplement suivre son sommeil par écrit. Exactement. Puis c'est schématisé. C'est pas trop de questions, c'est plutôt des D'accord. symboles. Tu notes quand tu es allé au lit, tu assures quand tu dors. Il y a des symboles pour quand tu es au lit, mais tu ne dors pas. Comme ça, on essaye d'identifier. Après, même sur la base d'un de ces papiers tout simples, tu peux mesurer l'efficacité du sommeil, tu peux mesurer le temps de sommeil, tu peux mesurer des choses de base qui sont utiles aussi. Et puis après, on voit que la personne, la compréhension, poser des mots aussi sur une situation qui est problématique, parce que souvent c'est ça, quand la personne vient, c'est que c'est problématique et qu'il y a une forme de détresse parfois, que légère ou forte, et puis ça, déjà ça débloque certaines choses, et ensuite on met des choses en place. On ne fait pas les deux en même temps parce que sinon tu ne comprends pas bien ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis surtout, moi je trouve intéressant, la personne après là, c'est clair, ça reste 2 semaines de mesure du sommeil, il peut se passer plein de choses, ça peut ne pas être tout à fait représentatif de l'année, mais l'intérêt c'est que pendant un temps, tu as pendant 2 semaines une image de ton sommeil, on range ça, on continue, on met en place des mesures, et puis après même visuellement, tu vois une forme d'évolution. On le mesure, hein, on analyse un petit peu ce qui est dedans, mais même pour la personne, elle a une image un petit peu avant, pendant, après. Ok. Et tu as parlé du travail de nuit, où tu interviens beaucoup. J'ai entendu, enfin déjà, dans mon épisode avec Olivier Bourquin, lui, on a dit, c'était quelque chose qui m'était resté, en fait, les personnes qui travailleraient de nuit devraient avoir une alimentation irréprochable en termes de santé. Et en écoutant, je ne sais plus maintenant si c'était dans dans le livre que j'ai lu ou dans cet épisode de podcast de ce scientifique Matt Walker qu'on trouve sur des TED Talks et voilà, c'est un scientifique des États-Unis. Ils disent que de travailler la nuit, en fait, si notre priorité numéro 1 est la santé, il ne faudrait pas travailler la nuit. Du coup, qu'est-ce que tu fais pour ces personnes qui travaillent en équipe? Qu'est-ce que tu vas chercher en fait? Oui, alors c'est un très bon point que tu relèves parce que bon, il y a plusieurs choses dedans. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai, à la base, le travail de nuit, on peut clairement le dire, il est carrément... c'est à l'opposé de la santé, parce qu'on dérègle tout. Après, c'est vrai qu'il y a une forme, je trouve, de manque de moyens pour pouvoir aider un travailleur de nuit qui n'est pas encore en désadaptation, comme on parle. Hein. Si tu sais, il y a des personnes qui ont... Tu vas avoir un certain pourcentage, il reste faible, de personnes qui vont faire comme une allergie au travail de nuit. Il commence, mais il y a tellement de symptômes que ça, ces personnes, tu dois dire maintenant, c'est votre santé ou votre travail, mais là, on n'a pas de compromis et ces personnes-là devraient clairement arrêter. Ensuite, il y a quand même des mesures qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité de vie et surtout ce rythme veille-sommeil qui est si important parce qu'on connaît les mécanismes de notre horloge biologique maintenant, comment elle fonctionne, et puis on a des moyens, mais ça demande un peu d'artifice quand même, un peu de comportement, donc les gens doivent un peu adapter leur comportement, puis aussi un peu d'artifice. Tu as abordé la luminothérapie, c'est un des outils, parce que avec ça, on peut redonner un cadre à l'horloge biologique qui ensuite retrouve ses repères. Le travail de nuit, le gros problème, c'est que on a peut-être déjà tous voyagé un peu plus loin que 3 fuseaux horaires, on va dire même un peu plus loin, et on a ressenti ce que ça fait que d'être décalé. En quelques jours, en fonction du nombre de fuseaux horaires, on se recale. Donc ça, c'est plutôt... on voit que l'horloge biologique a cette capacité naturelle. Par contre, dans le travail de nuit, bon, il y a énormément de facteurs qui vont influencer comment un employé va s'adapter. Ça va du rythme, hein, les postes, à quel rythme est-ce qu'ils sont alternés, combien il y a de nuits dans le mois, comment sont faits les blocs. Ça, c'est déjà juste pour la structure du travail. Est-ce que c'est horaire ou anti-horaire? Est-ce qu'il y a une régularité? Et puis après,
Et il y a les facteurs individuels. Et alors là, il y en a tout plein. Ça va de est-ce que c'est une jeune personne qui a un enfant en bas âge qui en plus ne peut pas se reposer correctement à la maison. Ça va de l'âge aussi. Une personne au-dessus de 45-50 ans va avoir plus de peine à s'habituer alors que jeune, elle supportait bien. Donc c'est très très vaste la façon dont on aborde une personne qui travaille de nuit. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut faire quelque chose. Et ça, c'est ce qui me plaît dans l'accompagnement. Et c'est peut-être la limite où des fois, la médecine est beaucoup dans la santé, dans la pathologie. Puis tout d'un coup, on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant de dire à la personne, désolé, il faut que vous arrêtiez de travailler de nuit. Là, j'essaye de travailler dans cette zone-là pour aider les personnes à rester calées. Mais je dirais que le rythme, l'hygiène de vie est fondamentale. Après, on a des moyens de montrer qu'on n'est pas obligé de vivre dans un bocal, c'est-à-dire autrement que tout le monde pour rester en bonne santé. Mais il y a des règles à ne pas casser. Et puis, comme tu as parlé d'Olivier Bourquin, c'est clair, la nutrition, je dirais, le bien-être ensuite, c'est la deuxième chose, presque la plus importante dans la gestion du travail de nuit ou des horaires décalés. Quelles seraient ces autres conditions? Donc la nutrition, il y aurait quoi encore comme... Alors, une chose qui est importante, c'est que les travailleurs de nuit déjà dorment peu, insuffisamment. Donc, il faut au moins que les heures de sommeil soient bonnes. Et ça demande que les conditions de sommeil à la maison, par exemple, soient excellentes. Pas de bruit, pas de lumière. Et là, déjà, moi, je le vois dans le quotidien des gens, celui qui travaille à côté d'une route à fort passage et qu'on est en été et qui fait 35 degrés. Bon, cet été, ça ne nous est pas arrivé, mais ça peut arriver. C'est pas facile. Disons, réunir ces conditions-là, c'est pas facile. Il y a ça. Il y a... les comportements, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'insomnie? Simplement ne pas l'entretenir. Et puis, c'est souvent pendant les périodes de transition. Quand tu as fait quelques nuits de suite, la phase qui vient pour revenir à l'horaire normal va être fondamentale. Parce que là, ton horloge biologique aura peut-être fait 3 nuits et qu'on aura commencé de se décaler. Donc, et pour elle, toute source de lumière, par exemple, ou d'activité intense, la nuit où tu devrais retrouver ton sommeil, c'est fondamental. Donc, on va dire que les 2 nuits après ton travail de nuit vont être très importantes pour revenir à un sommeil relativement stable. Et puis après, c'est clair, essayer une bonne hygiène de vie, du sport. Mais j'aime mieux même encore parler d'activité physique qui est peut-être plus abordable. Et puis, il y a des moments où il faudrait le faire. Il ne faut pas le faire tous les jours. Il ne faut pas devenir un sportif pour ça. Mais il faut savoir qu'il faut protéger son système circulatoire. On sait que le travail de nuit, par exemple, a un impact sur le fonctionnement de notre cœur, sur notre... glycémie, voilà, tu as un risque plus augmenté de diabète, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est clair que là, tous les facteurs qui sont, puis c'est sur le mois, propices à une bonne santé seront importants. Ok. Et important de souligner que activité physique, donc de la marche. Voilà, dehors, aller à la lumière. Voilà, la lumière est très importante aussi pour redonner un rythme. En fait, c'est ça qui permet à l'horloge biologique de retrouver son rythme. Donc, être à la lumière extérieure au bon moment. Quand tu parles d'horloge biologique, on parle bien du rythme circadien, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et donc, tu as parlé de sport, tu as parlé de lumière, enfin d'activité plutôt, activité physique, de lumière. Pour les personnes qui ne feraient pas de travail en équipe ou travail de nuit, mais qui ne dormiraient pas bien, quels sont tes conseils pour améliorer ce sommeil? Alors, c'est pas facile comme question parce que là, du coup, ça peut être monsieur et madame tout le monde avec beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Ne pas avoir un bon sommeil, premier réflexe, se poser la question, est-ce qu'on sait pourquoi? Quand j'ai commencé dans ce domaine-là, j'ai été tout de suite
voilà, passionnée et investie dans les rythmes biologiques. Et puis, j'ai été amenée par par le travail à rencontrer des gens qui avaient d'autres problèmes. Ils viennent quand même parce qu'ils ont des questions. Tout simplement, est-ce que la luminothérapie peut m'aider dans ce cas-là? Et puis, prenons le sommeil. Tu peux avoir des problèmes de sommeil qui sont liés à une pathologie, apnée du sommeil, par exemple. Alors là, si on prenait juste la luminothérapie, ça ne serait pas utile pour la pathologie elle-même. Tu ne changes pas l'apnée du sommeil, mais ça peut peut-être être utile pour la somnolence provoquée par la fatigue que tu as en journée. Après, tu as des personnes qui souffrent beaucoup de stress ou d'une forme d'hyperactivité qui tout d'un coup, comme par hasard, se déclenche au moment d'aller au lit, on pense à tout. Alors, les tuyaux sont vastes, on peut, en fonction du problème, je dirais que dans tous les cas, bouger. Bouger, c'est hyper important. Se fatiguer un petit peu physiquement. En fait, le sommeil, tu as parlé du rythme circadien. C'est un des processus. Le deuxième, c'est un processus qu'on appelle homéostatique, où on pourrait dire comme la pression du sommeil. C'est comme un vase de fatigue qui se remplit et puis qui se vide pendant la nuit. Tu vois? Donc, si tu restes éveillé après 23h, 24, tu sens toujours cette chape de plomb ou de fatigue qui t'oppresse. Et puis, ça se vide pendant le sommeil et ça recommence. Alors, c'est important d'être fatigué sainement pour aller au lit, pas fatigué d'un manque de sommeil, d'insomnie. Donc, déjà, avoir une bonne hygiène d'activité physique, on va dire, voilà, des promenades, être dehors, parce qu'on voit un lien fort, et lors d'une étude que j'avais faite sur des personnes dans la sécurité aussi, indépendamment de tous les autres facteurs, on voyait que les personnes qui passaient plus de temps à l'extérieur, et on avait mesuré l'intensité lumineuse, il y avait un rapport entre l'intensité lumineuse et puis la qualité du sommeil. Donc on le sait, c'est repris dans beaucoup d'études, mais voilà, être dehors, être conscient de ce qui influence en négatif le sommeil. Je crois que tu es un sportif du soir ou du matin, non, du matin. Voilà, du matin tôt. Voilà. Les personnes les personnes qui font beaucoup de sport le soir, ça aussi, ça va biaiser les indicateurs du sommeil, rythme cardiaque accéléré, certaines hormones qui ne devraient pas être là. Et puis après, on a parlé des écrans. Donc, le comportement avant de dormir est très important. Il peut avoir un effet positif ou négatif. Et puis, si on a une composante de stress, et je vois qu'aujourd'hui, il y a comme beaucoup de gens qui souffrent de ça, c'est de se poser la question, est-ce que je ne mettrais pas quand même des choses en place qui m'aident à dormir? Parce que changer les comportements, c'est le plus dur. Ça, c'est vrai. On aimerait tous pouvoir avoir une petite pastille qui nous fait dormir bien et qui ne soit pas un somnifère. Comme ça, on est tous bien et puis on est rafraîchi. Mais ce n'est pas possible et ça demande un minimum d'effort. Donc, si on dort bien, on n'est pas concerné. Mais quand on commence de moins bien dormir, c'est de mettre 2-3 choses en place. Ça peut être une routine. Ça peut être d'apprendre à... Il y a des méthodes pour apprendre à déconnecter. C'est des choses qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée. Mais une fois qu'elles sont intégrées, tu te rends compte que tu vas sur ton oreiller et tu as déconnecté, en fait. C'est quelque chose qui, après, se met en place. Tu développes cette capacité. C'est pas que tu dois forcément le faire le soir. Voilà. Tu peux développer des capacités de relaxation qui après te sont utiles à différents moments de la journée. Donc, ouais. Et là, du coup, c'est cohérence cardiaque, méditation. J'ai vu sur votre site, j'ai regardé votre site, que vous aviez la méthode BOA, c'est ça? Voilà, par exemple. Qui est une méthode de relaxation, en fait, c'est un casque qui envoie avec des puces électroniques différentes ondes. C'est ça, alors, plus ou moins? Oui, alors Olivia Boa qui a créé ça, si tu veux, ça... c'est un nom de famille, Boa? Boa, c'est le nom de la créatrice, ah, d'accord, exactement. Okay. C'est une personne tout à fait... comment dire, atypique. Elle a un parcours... elle est boxeuse professionnelle, elle a été mannequin, elle est aussi thérapeute, elle est peintre. Elle fait beaucoup de choses, mais beaucoup dans le domaine de la thérapie, mais si on prend juste son casque, en fait, il en existe d'autres. Et puis tu as... En fait, l'idée, c'est que le cerveau est en constante activité.
quand on mesure le cerveau pendant le sommeil, pour voir à quel stade le cerveau émet des ondes lentes, bien plus lentes que ce qui correspond à nos ondes quand on calcule ou qu'on discute comme maintenant. Et puis là, l'idée, si tu veux, c'est que prenons une onde de la relaxation de base, sans être yogiste professionnel. Tu as l'onde alpha. Après, une onde un petit peu plus loin, c'est l'onde θ. Alors, par exemple, il y a plusieurs moyens d'essayer d'induire cette onde. Tu vois, quand tu vas au lit, tu te couches, et puis ça turbine, ça réfléchit beaucoup. On est loin de ces ondes qui ouvriraient la porte au sommeil, si on veut bien. Donc, il est possible avec certaines méthodes de favoriser ces ondes. Donc, il y a des musiques qui travaillent là-dessus. J'en connais pas la qualité, mais pour te dire, si tu tapes sur YouTube, musique, sommeil, comme ça, ils te proposeront des musiques qui favorisent l'onde alpha, qui favorisent l'onde... Alors, je ne juge pas de cette qualité-là. Si on prend les appareils qui sont peut-être un peu plus certifiés, alors là, l'idée, c'est que tu entends des sons qui ont plusieurs fonctions. Par exemple, déjà, l'onde qui est émise, le principe derrière le casque BOA, c'est que il va y avoir des sons binauraux, des sons isochrones, il va y avoir aussi d'autres choses comme les battements cardiaques, mais prenons la différence, en fait, l'écart de son que tu peux avoir. Par exemple, elle va projeter un son en 200 Hz d'un côté et 207 Hz de l'autre. Et l'écart est 0,7. Et en fait, il se trouve que le cerveau a tendance à vouloir y aller, s'harmoniser avec ça. Et comme ça, on peut induire par des sons, c'est une des méthodes, le ralentissement, en fait, la descente dans des activités cérébrales lentes. Ça, c'est par exemple pour son casque et sa méthode. Il en existe d'autres. Ok. Et je voulais juste, parce que tu as parlé d'une petite pilule magique, mais qui ne serait pas les somnifères, j'aimerais juste soulever le fait que les somnifères apparemment seraient très mauvais pour nous. On n'arriverait pas, encore une fois, comme on a un peu discuté au début, en fait, on aurait l'impression où effectivement on dort, mais on n'arrive pas à certains stades qui sont, par exemple, le stade 3 et 4, et du coup pas le 5 non plus. Et du coup, on n'a pas ce sommeil réparateur qu'on recherche et qu'on a besoin pour vivre et fonctionner. Par contre, j'ai lu et entendu qu'il y a certains, je ne sais pas si toi tu sais, mais il y a certains suppléments mais qu'on pourrait trouver dans les aliments, mais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en carence de, par exemple, du magnésium. Apparemment, ça aiderait Tout à fait. à rester endormi le long de la nuit. Et je voulais parler avec toi de la mélatonine aussi, qui est cette hormone du sommeil, où là, pareil, d'après ce que j'ai lu et entendu, il faut faire très attention à la mélatonine, étant donné que c'est une hormone. Il ne faudrait pas la consommer à outrance, parce qu'après, le corps ne la produirait plus, comme un peu toutes les hormones. Mais je voulais avoir ton avis par rapport, que ce soit aux somnifères, à d'autres potentiels suppléments naturels, et la mélatonine, par exemple. Alors, pour prendre le premier qui est les somnifères, donc ça, c'est pas un domaine dans lequel je suis spécialisée, mais par contre, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un côté somnifère, donc un côté un petit peu assommant. On va dormir, on va se reposer, il y a quand même des fonctions du sommeil qui fonctionnent, mais comme tu dis, partiellement. De plus, il n'y a pas d'apprentissage. Tu arrêtes le somnifère, ton sommeil ne s'est pas amélioré suite à cette prise-là. Donc, au fond, et puis après, tu peux avoir des problèmes d'accoutumance. Tu peux avoir... La méthode du somnifère, c'est pas à jeter à la poubelle. Par exemple, il y a des personnes qui souffrent d'insomnie aiguë. À ce moment-là,
redormir, c'est important. S'il faut quelque chose de manière très ponctuelle, c'est important. Là où c'est dommage, c'est quand il n'y a pas de suivi et puis on ne cherche pas à se dire, OK, maintenant que la personne a récupéré un tout petit peu, qu'est-ce qu'on fait ? Et parfois, les gens tombent dans une forme de dépendance ou en tout cas d'habitude de consommation. Et puis, il y a une grande crainte. Ils en sont à le couper en 4, mais le 4e bout, ça reste quand même hyper important. Okay. En fait, on voit à quel point le sommeil, c'est beaucoup... c'est un lien, on a un lien émotionnel avec lui aussi. Et puis, donc, voilà, les somnifères, et disons qu'on va dire qu'il y a des alternatives, et des alternatives qui valent la peine d'être essayées, peut-être avant, ou peut-être, OK, maintenant je suis prête, j'arrête, j'essaye autre chose. La mélatonine, si on prend cette substance, alors elle existe même dans certains, tu en retrouves en faible quantité dans certains aliments qu'on pourrait privilégier le soir, la banane, l'avoine, les amandes. Donc les amandes, c'est des choses que tu peux manger un petit peu le soir pour essayer de favoriser. Après, ça reste des quantités plus faibles. Après, ce qui est la mélatonine, en fait, il faut comprendre que il y a deux grandes façons de l'utiliser. En fonction du problème de la personne. Est-ce que la personne a un problème de rythme ? Je m'endors trop tard et je me réveille trop tard. C'est un problème pour travailler. Voilà, je suis toujours en retard au travail. Et puis, j'aimerais bien réussir à aller au lit plus tôt. Donc là, on aimerait bien que la mélatonine nous apporte un effet qu'on appelle chronobiologique. Donc, on voudrait que la mélatonine, en la prenant plus tôt, donne un signal à notre propre mélatonine et que ça nous permette d'avancer notre phase de sommeil, tu vois, de revenir, si je vais tout le temps au lit à 1h, 2h du matin, progressivement, est-ce que j'arrive à avoir un impact ? Alors, l'effet, il n'est pas facile, juste avec de la mélatonine. En général, on combine mélatonine le soir et puis luminothérapie le matin. Okay. Parce que la luminothérapie, c'est une des seules méthodes aujourd'hui qu'on connaisse qui a un effet direct et puissant sur l'horloge biologique pour réguler non seulement la mélatonine, mais toute notre organisation sur 24 heures. Après, tu as... Donc ça, c'est pour une phase... Alors, pour l'effet chronobiologique de la mélatonine, là, en fait, le dosage devrait être vraiment correspondre à ce que notre corps sécrète en début de nuit. C'est vraiment très faible. Ça peut être des 0,2 mg. C'est pas comme les prescriptions qu'on voit de 1, 3, voire maximum 6 mg de mélatonine. Donc, l'effet chronobiologique, il n'est pas le même que l'effet durant la nuit. Une fois que tu veux plutôt dormir sans, voilà, par exemple sans somnifère, là on a des dosages un petit peu plus élevés qui vont maintenir la personne. L'idée c'est pas de changer sa phase de sommeil, mais c'est de l'aider à s'endormir à une heure habituelle et puis de rester endormi. Et puis là tu as encore après une forme qu'on appelle la mélatonine à effet retard, parce qu'il y a des personnes qui s'endorment bien, puis qui se réveillent 1 fois, 2 fois, 3 fois pendant la nuit, un peu plus tard. Et là, on conseille la mélatonine à effet retard qui va se déployer plus tard. Finalement, c'est ça, la molécule se déploie plus tard. Après, juste pour répondre à ta question, à ton point d'accoutumance ou de... Alors, jusqu'où je suis allée dans mes connaissances, il n'y a pas, c'est pas avéré qu'en fait, il existe un risque de prendre de la mélatonine longtemps. Normalement, quand tu l'arrêtes, ça ne devrait pas avoir un effet sur... en tout cas, pas chez tout le monde. Moi, je l'observe, je l'en entends très peu parler, par exemple, tout d'un coup, d'une carence en mélatonine endogène, donc celle qu'on fabrique soi-même, quand on prend de la mélatonine orale. Du coup, en évitant le café, l'alcool, activité, pas de lumière bleue, luminothérapie, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Alors, moi, là, j'ai presque envie de te dire, c'est déjà une personne idéale que tu as en face de toi. Je vois dans l'accompagnement des gens que changer les comportements, c'est
long, ça demande de la conviction, ça demande de l'envie. Et puis, qui n'a pas connu les bonnes résolutions quand ça va vraiment pas? Puis on met plein de choses en place, ça va bien. Et puis on regarde dans 6 mois, puis on a tout recommencé comme en arrière, donc comme avant. Et donc, moi, j'aime mieux aller pas à pas. Avec les gens, j'aurais vraiment une tendance de l'approche des petits pas, en disant, on va cibler le prioritaire. Tu vois, si une personne, on détecte qu'il n'y a pas forcément de décalage de phase, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un qui va trop tôt au lit ou que... Parce que tu as un peu les trois cas de figure. Tu peux avoir quelqu'un qui a tendance à aller trop tôt au lit et puis qui se réveille trop tôt. Souvent, on ne détecte pas qu'elle va trop tôt au lit parce que les gens tiennent. Ils se disent, non, mais je ne vais pas quand même aller au lit à 20h. Mais au final, ils pourraient. Et puis, par contre, ils se plaignent d'insomnie où, à partir de 4-5 heures du matin, ils se réveillent, ils n'arrivent plus à dormir. Ça, c'est une chose. Et après, tu as des gens qui ont tendance à aller trop tard au lit. C'est un cercle vicieux. Et puis qui ont de la peine à se réveiller, d'être de sommeil. Et puis, tu as des personnes qui ont un sommeil peut-être qui manque de profondeur. Voilà, on se réveille régulièrement. Donc, si tu es pas dans... Si tu détectes qu'en fait, il y a une consommation d'alcool ou de cigarettes qui est peut-être problématique, peut-être on aborde ça en premier. Puis on regarde ce qui est possible, parce que ça reste des choses qui, des fois, sont particulièrement... il y a une forme de dépendance qui peut s'installer. Je dirais que même... Mais après, au-delà de l'alcool et de la caféine, qu'on peut peut-être négocier de dire, à partir de 16 heures, on réfléchit clairement à combien on en prend, voire on arrête. Mais on ne peut pas dire à une personne, maintenant vous arrêtez de boire de l'alcool, vous verrez, l'eau, ça vous fait du bien. C'est vrai que il faut encourager les gens. Il faut vraiment encourager à se dire, mets en place des choses dont on verra des effets dans pas trop longtemps. Parce que sinon, c'est décourageant. Et donc, si on enlève juste ces 2 facteurs et qu'on prend... tu parlais de la luminothérapie. Déjà, si on introduit que la luminothérapie, théoriquement, on ressent un effet sur son sommeil et son humeur. Ça, c'est un peu les 2 axes principaux parce que la lumière, le matin, la lumière vive, donc avec ces lampes certifiées, elle va avoir un effet sur... notamment, on va résumer les 2 hormones qui sont la mélatonine et entre autres la sérotonine qui est importante à l'humeur. Après, tu as la possibilité d'ajouter justement ces... Pour moi, je dirais que presque en premier, je regarde quand on me parle de problème de sommeil, qu'est-ce qu'on fait le soir? Ça, c'est clair. Quelles sont les activités le soir? Et quand des gens se sentent fatigués, me disent qu'ils sont souvent à l'écran quand même, avant, s'il y a une forme de réticence, moi, je leur propose la chose suivante. Mais là, c'est hors consultation. C'est des fois des discussions comme on peut avoir toi et moi maintenant, où tu me parles de ça et puis je te dis, mais fais un test tout simple. Tu passes un petit pacte avec toi-même pendant les 4 prochaines soirées. À 9h, tu poses ton téléphone, tu fais plus d'écran. Fais autre chose, lis un livre. À 9h, tu fais plus. Tu verras ce qui se passe. Et puis, en général, les gens, après 4 jours, ils voient la différence. Donc, en fait, c'est des choses qui te permettent après, d'avoir envie d'aller de l'avant. Après, de nouveau, les comportements, c'est dur à changer. Il y avait une étude qui avait été faite sur une population d'enfants avec des troubles du sommeil, et puis même, je crois qu'il y avait des adultes dans le lot. Et donc, il y avait des changements de comportement à faire le soir. Tout le monde avait mieux dormi, donc qualité de sommeil améliorée pour tout le monde. À la fin de l'étude, tout le monde est revenu à avant, tu vois, à refaire les comportements peut-être un peu inadéquats. Donc, c'est le nerf de la guerre, et puis il faut avoir de la motivation. Donc, moi, j'aime bien introduire les choses pas à pas. Et puis après, je crois que tu es familier avec il y a aussi ces fameuses lunettes Blue Blocker. Oui. Quand on se dit, ah tiens, c'est intéressant, effectivement, je dors mieux, je suis moins fatiguée le matin quand je me réveille, de ne pas avoir fait de l'écran peut-être ces 4 dernières soirées. Pourtant, pas à cause de mon travail ou à cause de différentes raisons, j'ai besoin de ces écrans, je ne peux pas m'en séparer complètement. Alors, il y a des outils. Puis, on peut aussi aller avec ces lunettes Blue Blocker qui, quand c'est un filtre intégral, on voit un vrai impact sur la mélatonine en positif. Donc, on peut rééduquer la sécrétion de mélatonine avec ces lunettes. La différence entre justement ces lunettes Blue Blocker et les lunettes de vue où on met un filtre anti-lumière bleue. Ouais. Alors, moi, j'ai apparemment un filtre anti-lumière bleue.
Voilà, Moi aussi, qu'on ne voit pas. ouais. Ah oui, ben voilà, tu vois. Alors, c'est vrai que en fait, la lumière bleue, tu as sûrement déjà vu un spectre. Oui. Il n'y a pas qu'une lumière bleue. Non. C'est un dégradé de couleurs Mhm. qu'on exprimera un petit peu en termes, dans le jargon, on va dire des nanomètres. C'est exprimé, c'est des longueurs d'onde. Mhm. Et puis on sait qu'en dessous de 400 nanomètres, on est dans les UV, on est dans ce qui va clairement griller certaines cellules de l'œil. On met des lunettes de soleil quand on est dehors pour s'en préserver. Entre 400 et 450 nanomètres, tu as une zone qui est devenue... c'est un type de bleu qui, tout d'un coup, on s'y est beaucoup intéressé à cause de l'apparition des LED. Parce qu'en fait, les LED ont un pic de bleu qui se trouve dans cette zone-là, un petit peu plus haut, dans les 425, suivant les LED que tu as. Mais là, on a tout d'un coup une forte proportion d'un bleu dans lequel on n'était pas exposé avant. Parce que, à comparer, une ampoule à incandescence ou une ampoule même halogène jaune, ils sont très très pauvres à cet endroit-là. Mhm. Et puis après, tu as donc cette lumière-là, qui se trouve entre 400 et 450, on pourrait, si on veut faire une catégorie, l'appeler en bleu-violet. Et puis après, tu as en dessus, de 450 à 480, on va dire, tu es dans le bleu-vert, bleu turquoise. Et là, nous, c'est là que le sommeil intervient, la veille sommeil, c'est qu'à 468 nanomètres, les 480, on va arrondir, c'est le pic de sensibilité de notre horloge biologique. Donc, on se trouve dans une palette de bleus qui n'ont pas les mêmes fonctions. On a certains bleus qui, finalement, le matin, si on ne les a pas, comme c'est 460-480 nanomètres, on n'a pas de stimulation le matin. L'horloge biologique n'est pas suffisamment stimulée, donc ça n'arrête pas la mélatonine le matin, ça ne nous rend pas éveillés et actifs. Par contre, cette lumière bleue-là, bleu-vert, elle est quand même présente dans les écrans. Donc le soir, elle vient dire de rester actif. C'est comme si on symbolisait le matin. Le soir, ça nous dérange. Mhm. Donc il y a le fait d'avoir de la bonne lumière, mais à quel moment? Celle-ci n'a pas d'impact, en tout cas connu, pour la sécurité de l'œil. Par contre, quand on parle du bleu-violet, c'est là qu'on se dit, attention, est-ce qu'on est sûr de l'impact de cette lumière sur notre œil sur le long terme? Et c'est pas... souvent, quand une personne vient acheter une lampe de luminothérapie, elle va demander, il y a des LED dedans, est-ce que c'est dangereux pour les yeux? Alors, prenons juste la luminothérapie, c'est des lampes médicales, des certifiées, il y a vraiment un risque de phototoxicité qui est passé. Ça veut dire que pour l'utilité qui en est faite, il n'y a pas de risque. Maintenant, le problème, et peu de gens ont des réponses, c'est que c'est la surexposition. On a des LED aujourd'hui partout. Mhm. Et on a des LED dans les phares des voitures, dans les téléphones, dans les écrans publicitaires, dans les armoires de salle de bain, tu vois, c'est partout. Ouais. Donc en fait, on pourrait assimiler le risque comme le dos d'une personne qui travaille sur un chantier. C'est sur le long terme qu'on use un petit peu la corde. Et on fait des liens aujourd'hui avec certaines... Voilà, on ne peut pas faire un lien, mais on voit une explosion des dégénérescences maculaires liées à l'âge. À quoi est-ce dû? On ne peut pas encore faire des liens, mais c'est vrai que du coup, la différence, donc pour revenir à ta question des lunettes, c'est que les lunettes qui vont protéger le sommeil le soir et la mélatonine, c'est des lunettes qui doivent avoir un filtre très élevé, on peut dire un filtre intégral de bleu. On coupe tout le bleu. On coupe ce bleu-vert qui est plus haut. Comme ça, c'est comme si tu plonges ton horloge biologique dans l'obscurité. Ton système visuel voit toujours, parce que c'est des verres qui sont... Alors, ils sont orange, la plupart du temps. Jaune. Voilà, ils sont orange parce qu'on ne peut pas avoir une fonction. Et ça, c'est aussi un indice de qualité. Quand les personnes voient peut-être sur Internet des filtres qui sont tout transparents, mais ça protège le sommeil, il faut quand même se poser la question, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de technologie abordable, on va dire, qui permettent de faire ça. Okay. Donc, des verres plutôt orange, ils vont bloquer 100% de la lumière, peut-être en dessous de 500 nanomètres, pour être sûr. Par contre, tout le reste. Donc, on voit bien chez soi, on a juste une vision orange. Mais là, les études montrent vraiment que si on projette même de la luminothérapie, que ce soit un écran ou de la luminothérapie, il y a un impact extrêmement minime sur la mélatonine, donc on le considère comme non significatif. Par contre, sur les verres des lunettes comme toi et moi,
C'est vraiment de cibler plus la sécurité de ton œil. Voilà. Donc, on va en fait filtrer, par exemple, ça dépend les marques, mais imaginons voilà, que mon verre peut-être va filtrer 100% des UV, après 50% de 430 nanomètres, plus que 25 ou peut-être même moins encore, 25% de 430 nanomètres et puis presque plus rien en dessus. Ça, c'est quand même important parce que si mon verre filtrait trop haut, j'aurais peut-être le sentiment d'être un petit peu comme dans une caverne toute la journée. Donc, on doit faire cette différence entre qu'est-ce qu'on cible. Est-ce qu'on cible voilà, la fatigue oculaire à l'écran, les maux de tête qui peuvent se résoudre avec des verres transparents, voire légèrement fumés. Et puis, après, on a besoin de verres beaucoup plus forts si on veut vraiment protéger son sommeil. Après, c'est une question. Il existe des verres qui font un peu les deux. Ça veut dire qu'ils vont peut-être bloquer 40%, 45% de la lumière bleu-vert. Et donc, l'impact de la lumière de ton écran aura un effet partiel et pas complet. Donc, il y a des gens qui voient déjà des bons résultats avec ça. Okay. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Voilà, tout à fait. Okay. Et pour revenir à la luminothérapie, ou simplement en fait à ce que tu as dit à un moment donné, que l'idéal c'est de sortir, être actif et dehors par rapport à la lumière, parce que je pense que c'est aussi important de le dire, que même s'il y a des nuages, il y a quand même de l'intensité lumineuse qui est là, et c'est pas du tout la même lumière qu'à notre bureau, par exemple. Par exemple, en termes d'éclairage, donc si on prend la mesure du luxe, par exemple pour les lampes, j'ai regardé quelques lampes que vous avez sur ton site. Il y en a une qui va jusqu'à, c'est une lampe de table, hein, jusqu'à 10 000 lux. Et par exemple, avec un temps nuageux, on peut arriver à 10 000 lux. Donc c'est quand même assez, je trouve, fou de se dire qu'en sortant même par un temps nuageux, on va aussi réceptionner de la lumière et notre corps va comprendre que c'est effectivement le jour. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est assez, assez fou et c'est important, je pense, de le mentionner. Mais par exemple, un cas concret, donc moi, donc je me lève assez tôt et je me pose souvent la question, donc quand je me lève, généralement il fait nuit. Parfois, je m'entraîne et donc ça va activer automatiquement mon corps et mon système et il va effectivement se dire bon, je crois que c'est plus la nuit. Mais des fois, je me pose la question par rapport à la luminothérapie ou à la lumière en général, parce que c'est vrai que moi, je suis quand même assez enfermé. Je m'entraîne de plus en plus dehors le matin, mais encore une fois, par exemple. Bon là, le matin à 6 heures du matin, il y a de la lumière, ou il commence à un moment donné à avoir de la lumière, mais en Suisse, malheureusement, je sais pas, déjà même peut-être en septembre, selon, on verra comment le temps va changer, mais je vais pas avoir de lumière quand je m'entraîne. Et après, je vais au bureau et puis je suis enfermé. Je pourrais effectivement prendre ma pause café de 15 minutes, par exemple, dehors. Je peux sortir s'il pleut pas. Enfin voilà, il y a pas mal de... Oui. Pas mal de circonstances qui font que, mais à quelle heure est-ce que je pourrais commencer si je me lève tôt et j'essaie de me coucher maintenant que je veux mettre un point important ou prioritaire dans le sommeil, si je veux avoir mes 7 heures de sommeil par exemple, donc il faudrait que je me couche vers 9h45, à quelle heure il faudrait que je commence à m'exposer à la lumière? Alors, il y a donc pour te répondre, je reprends juste ta première partie d'introduction. En fait, c'est vrai que dehors, on a énormément de lumière. Donc, même par temps gris, même en hiver, on a une très bonne quantité de lumière. Par contre, la grande différence, puis la luminothérapie existe, surtout en hiver. Hein, en fait, on va dire que le besoin d'ajout de lumière est dépendant, on va dire, correspond à la période où la photo période réduit, donc ça veut dire la durée du jour. Et donc,
en fait, quand tu as la durée du jour qui se réduit, le matin, tu te réveilles, on le voit, je pense qu'on se souvient tous du mois de décembre où on se réveille, il fait tout nuit, on est réveillé physiquement, mais le cerveau, je pense que si on se recouche, on redort immédiatement en sommeil complet. Et en fait, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que l'horloge biologique ne détecte pas le lever du jour. Donc toi, tu es réveillé, mais il y a une partie de ton corps qui somnole encore un peu, on a pas parlé d'inertie du sommeil, on est dans un brouillard. Et puis, tu vois, si on prend aussi les problèmes d'humeur, parce que la luminothérapie, aujourd'hui, on la plébiscite pour beaucoup de choses, et puis c'est une très très bonne chose. Il faut pas hésiter à avoir une lampe de luminothérapie sur son bureau. Mais prenons la dépression saisonnière, c'est la première chose pour laquelle on en a énormément parlé. C'est un trouble dans lequel on a aussi la mélatonine qui a tendance à s'étaler, à prendre du retard, donc à déborder sur le matin. Ça va avoir une incidence sur d'autres choses. Le problème, c'est que si tu considères que la lumière de dehors va résoudre seulement le problème, en fait, tu ne verras pas d'amélioration de tes symptômes ou que modeste si tu vas à midi te promener. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu l'effet le matin. Le décalage ou le dérèglement se produit au moment où toi tu te réveilles, tu dois fonctionner et il faudrait que ton horloge complète démarre à ce moment-là. Donc on a besoin quand même d'ajouter de la lumière artificielle vive à une heure où elle est absente. On fait l'expérience à 6 heures le matin, octobre-novembre, quand on s'entraîne. Il n'y a pas de lumière et en fait, on en bénéficierait à ce moment-là. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'en fait, dans les critères de la luminothérapie, dans l'efficacité, on va parler de l'intensité de la lampe, tu en as parlé, mais aussi ce qu'on appelle le timing, donc l'heure à laquelle on le fait. Et c'est pour ça qu'on parle qu'il y a des heures où la lumière est bien, positive. C'est un peu ce dont on en parle avec les écrans. Et puis il y a des heures où il faut arrêter, il ne faut plus, parce qu'après, ça va décaler, déranger le sommeil. Donc, pour répondre à ta question sur la lampe, à quelle heure au plus tôt ? Alors, je dirais qu'en principe, on ne fait pas forcément de luminothérapie avant 6 heures, sauf si la personne, comme si j'ai l'impression, si je comprends bien dans ton cas, toi, tu adaptes aussi l'heure de ton coucher. Ouais, j'essaye. Voilà. Alors, si tu veux, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu viens mettre la luminothérapie tôt, plus l'effet d'avance va être important, ou en tout cas va se renforcer. Et donc, en te réveillant plus tôt, automatiquement, ta nuit biologique, donc mélatonine et tous les rythmes vont théoriquement se déclencher plus tôt aussi. Et si tu respectes pas ça, tu vas te retrouver en dette de sommeil ou tu vas perturber un petit peu ton sommeil. Donc, si tu fais la luminothérapie plus tôt que 6 heures du matin, alors c'est pas, si c'est ce qui t'aide pour fonctionner, c'est très bien, mais il va falloir adapter aussi le soir venu avancer un peu ton heure de sommeil pour être sûr que tu rentres pas dans un cycle de fatigue et de manque de sommeil. Sinon, en moyenne, on conseille aux gens pas forcément avant 6 heures pour être sûr qu'on n'induit pas une insomnie de réveil. Tu vois, si tu as une personne qui vient pour plutôt de la dépression ou l'humeur, on va dire, prenons juste l'humeur, et qu'elle fait pendant les mois d'hiver très très tôt, il se pourrait qu'après, une fois qu'elle arrête, son horloge, elle continue de se réveiller très très tôt. On a créé une avance de phase. Et puis au mois d'avril, quand on range sa luminothérapie, on ne redort pas plus longtemps. Ça peut arriver. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait, dans cette même dynamique, consulter pour être sûr de bien utiliser, ou bien simplement avec ce que tu as dit, on peut prendre cette lampe et l'allumer. En fait, je te pose la question parce que tu vois, pas que tout d'un coup les personnes l'utilisent un peu juste sans trop réfléchir et que ça induise à des conséquences un peu néfastes. Oui, tout à fait. Parce que quelle serait l'heure la plus tard à laquelle on pourrait utiliser ce genre de lampe ? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça dépendra un peu. Consulter, pas forcément, parce que ça dépend de la sévérité des symptômes ou encore le besoin que tu ressens. Si tu te dis, tiens, je sens qu'en hiver, je suis plus fatiguée, mais ça s'arrête là, et tu penses que ça peut être une bonne chose pour toi, il faut savoir que
en fonction de la sévérité des symptômes, on adapte aussi l'intensité de la lampe. Donc, si c'est pour prévenir et qu'en plus, tu as un lien entre la quantité de lumière, tu as parlé avant de lux, eh bien, il y a une règle qui existe qui dit que, par exemple, pour 10 000 lux, chez une personne qui a une dépression, je ne parle pas d'une personne qui n'a rien mais qui veut juste prévenir, mais quand on est dans un problème de sommeil ou d'humeur, alors si on a une lampe qui met 10 000 lux, ben 20 minutes suffit à traiter par jour. Maintenant, si tu as 5 000 lux, les études montrent que le double de temps, donc plutôt 45-60 minutes suffit. Et puis si tu as 2500 lux, il faudrait un peu plus, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend les lampes. Et après, tu as encore une question de distance. Donc, en fait, les lux, c'est pas comme les lumens. Les lux, c'est ce que moi je reçois quand je suis assise en face de la lampe. Donc, si je suis très près, je vais avoir plus de lux, et si je m'éloigne, je vais avoir moins de lux. Donc ça, c'est très très important que quelle que soit la lampe que la personne choisisse, elle ait accès à cette information de distance. Si on dit 10 000 lux, il faut pouvoir savoir où. Si c'est à 20 cm, ça ne va pas t'aider beaucoup. Parce que tu es un petit peu collé devant la lampe. Ouais. Et puis c'est dommage. Par contre, après, il y a une réflexion et beaucoup de gens nous demandent ce qu'ils pourraient avoir au bureau. Ben, au bureau, tu y es longtemps. Donc, tu n'as pas forcément besoin de 10 000 lux. Parce qu'on sait que tu auras le même effet en restant plus longtemps. Surtout que 10 000 lux, c'est fort. On ne se rend pas forcément compte, mais le premier réflexe, souvent les gens devant une lampe 10 000 lux, c'est... voilà. Et quand je dis 10 000 lux, c'est minimum 30 cm. Parce qu'en dessous, on considère que c'est trop près. Donc, on ne parle pas forcément d'une lampe, en tout cas chez nous, on ne va pas parler de 10 000 lux à 20 cm, ou alors... on l'indiquera parce que le fabricant le met, mais nous, on indiquera la distance qu'on recommande plutôt. Et alors après, au bureau, ben voilà, tu as peut-être plutôt intérêt d'avoir une lampe qui a un variateur, qui peut te servir à la fois de lampe de bureau et de lampe de luminothérapie. La seule chose qui est importante, c'est de savoir que comme tu exposes tes yeux quand même, c'est important quand même d'aller sur un modèle de luminothérapie et pas de prendre sa lampe de bureau qu'on redresse. On ne sait jamais, voilà, il y a une question de qualité de lumière qui est peut-être pas... Voilà. Et puis après, ben, je te disais, c'était par rapport à l'intensité des symptômes. Donc, une personne qui est plutôt fatiguée, voudrait un peu renforcer son sommeil, voilà, un petit peu sa vitalité pendant les mois d'hiver. On sait qu'à partir de déjà 1000 à 2000 lux, on a une efficacité de la luminothérapie. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'aller jusqu'aux 10 000 lux pour le traitement médical, on va dire. Bien sûr, si tu peux, parce que financièrement, des fois, aussi les lampes plus puissantes sont un petit peu plus chères. Donc après, on peut conseiller en fonction de l'agencement, du bureau, qu'est-ce qu'on cherche à compenser, est-ce qu'il y a même aussi un problème d'éclairage, alors là on peut diriger vers une lampe plutôt qu'une autre, qui aura peut-être un retentissement meilleur, et puis voilà, ça dépend, le choix de la lampe. Il y a beaucoup d'informations sur Internet quand même qui sont, je pense, qui permettent de faire le choix. Puis après, il faut téléphoner. Nous, on conseille aussi beaucoup les gens pour toutes sortes de lampes, des choses qui ne viennent pas de chez nous, mais quand ils ont des questions. Donc, on peut accompagner aussi. Mais voilà, il y a quelques critères qui font qu'il ne faut pas qu'on pense que si on ne prend pas 10 000 lux, ce ne sera pas efficace. Ouais, voilà. Ouais. Et juste pour donner un ordre d'idée aux personnes qui n'auraient aucune idée de ce que signifie un luxe et qu'est-ce que c'est 1000, 2000 luxe. Concrètement, sur les postes de travail, donc bureau, la norme recommande 500 luxe sur le plan de travail. Donc par exemple, là où nous on se trouve actuellement, on a un bel éclairage, je pense qu'on doit être exactement dans ce temps-là. Donc c'est juste pour bien faire comprendre aux personnes que concrètement, c'est pas en se mettant sous sa lampe de bureau normale qu'on va atteindre ou qu'on va justement entrer dans cette dynamique de luminothérapie. Tout à fait, parce que si on prend le cas de figure en hiver, pourquoi on se sent des fois tous un peu fatigués, et puis alors qu'en été, il y a une adaptation biologique. Il faut savoir qu'on n'hiberne plus.
Mais c'est pas si loin dans nos gènes. Donc voilà, Ouais, de toute complètement. façon, étrangement, on ne sait pas pourquoi, mais un soir d'été à 18 h, on se dit que on serait tout à fait... on s'est dit, ah super, je vais encore faire le barbecue, un volleyball et puis plein de choses. Ouais. Et en hiver, à 6 h, on s'est dit, mais juste le temps de manger, il faut que j'aille au lit. Donc il y a vraiment une adaptation biologique et ça, Ouais. c'est important de les respecter. Mais après, au-delà de ça, un luxe, c'est égal à une bougie à 1 mètre de soi. Ça, c'est juste pour l'unité, pour se rendre compte. C'est pas beaucoup. Après, comme tu as dit, c'est vrai que dans les bureaux et appartements, alors il y a les normes, je trouve, s'adaptent un petit peu au niveau des intensités pour la place de travail. On fait encore la différence entre est-ce que c'est du travail de base, est-ce que c'est du Oui. travail... Papier, minutieux, voilà, administratif. exactement. Ouais. Et puis après, c'est vrai de prendre conscience que quand on 500 ou 800 lux sur une place de travail, ça va être bon pour notre système visuel, Mhm. mais le système non visuel qu'on pourrait, voilà, qui en fait fait appel à l'horloge biologique, qui va avoir toutes ces fonctions fondamentales pour la santé, pour l'organisation de notre état d'éveil, notre capacité de concentration et puis toutes ces sécrétions hormonales. Alors là, on a plutôt des besoins de 1000 à 2000 lux. Mais encore une fois, ce n'est pas 1000 à 2000 lux toute la journée. C'est que le matin, on aurait besoin que l'horloge reçoive pendant un certain temps une stimulation suffisante pour se synchroniser avec le jour. Et quand on a des symptômes de fatigue, qu'on se sent un peu décalé et puis qu'on constate cette différence saisonnière, ça c'est aussi un indice. Je suis un peu différent en hiver qu'en été. Ça peut être le signe que la luminothérapie peut faire du bien, sans parler de dépression, sans parler... Moi, je trouve qu'on observe, et c'est ce que des fois les gens nous disent quand ils installent la luminothérapie au travail. Voilà, imaginons que c'est ton bureau, on a déjà une bonne quantité de lumière de base, donc on n'a pas besoin de renforcer ça. Par contre, on a peut-être envie de renforcer le système non visuel, et là, une petite lampe qui est allumée en fonction de... En général, si c'est petit, c'est moins puissant, donc tu pourrais avoir, oui, en fonction de combien tu as de temps. Des fois, tu as 5 minutes, mais des fois, tu as 2 heures de temps. Tu l'allumes à un moment le matin, ça synchronise ton horloge, tu l'éteins, et tu es bon pour le matin suivant, jusqu'au matin suivant. Ok. Et toi, personnellement, est-ce que tu as une routine journalière pour t'aider à mieux dormir? Alors, comme tout le monde, il y a des périodes où c'est vrai que je ressens que le soir, on va au lit, puis ça cogite, on travaille, on a plein d'idées. Alors, personnellement, j'avais trouvé très bien pour ces aspects-là. On peut parler, là on n'est pas dans un trouble du sommeil finalement. Il y a une doctoresse du sommeil de Lausanne qui explique que des fois l'insomnie d'endormissement, c'est presque plus un trouble de l'éveil. On reste hyper éveillé finalement le soir. Alors moi personnellement, j'avais beaucoup apprécié à une époque la sophrologie. Ça m'avait vraiment donné des clés pour apprendre cette déconnexion. Mais il existe plein d'autres choses. Quand je l'ai fait, petit bambou et tout ça n'existait pas. Mais moi, ça m'avait beaucoup aidé et ça m'avait donné un déclic. Après, il y a une côté d'état d'esprit. J'essaye d'être très positive. J'essaye de me dire que le sommeil, ça doit être le meilleur moment de ma journée dans un certain sens, parce que je vais me reposer, parce que grâce à ça, le lendemain, je redémarre bien. Donc, c'est aussi un état d'esprit. Et puis, les périodes qui peuvent être plus compliquées, j'aurais tendance à peut-être boire une tisane, juste parce qu'il y a un côté qui réchauffe, qui fait du bien. Tu as parlé du magnésium, je trouve que en tout cas, c'est une piste à explorer chez beaucoup de gens, en fait, ont des fois des carences. Ouais. Et le fait à discuter, parce que parfois, c'est des prescriptions du médecin, parfois, on y va spontanément à la pharmacie. Mais en tout cas, de le prendre, si on a des problèmes à s'endormir, de le prendre le soir, donc pas trop d'eau si c'est effervescent pour pas se lever la nuit et aller aux toilettes, mais ça a un impact réel sur le sommeil aussi. Alors il y a un impact du magnésium sur les phases du sommeil, mais tu as aussi le côté
Au niveau musculaire, tu sais que pour t'endormir, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs. Le rythme cardiaque doit baisser, il y a la température corporelle qui est censée baisser. C'est pour ça qu'on évite de faire du sport le soir parce que ça remonte tout ça. Et puis après, il y a aussi le tonus musculaire qui doit lâcher, qui doit se détendre. Et le magnésium fait du bien à ce niveau-là. Donc, pour des gens qui ont l'impression d'être un petit peu trop actifs ou un peu en hyper-éveil, en état d'alerte, qu'une mouche les réveille. Des fois, c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Un petit bruit. Alors, ça vaut la peine aussi d'essayer ça. Ok. Bah, je vais... Tu sais, je te l'ai dit parce que je l'ai entendu, lu et vu, mais je ne l'ai pas encore essayé moi-même. Et puis, mais je pense que je vais définitivement explorer cette piste-là. Et puis, je voulais juste rebondir sur le qu'on t'a dit que aujourd'hui en hiver on n'hiberne plus, mais que biologiquement c'est dans nos gènes. Ça fait pas très longtemps que justement on dort moins en fait, et volontairement. On est la seule espèce qui dort moins parce qu'elle veut moins dormir. Et puis ouais, en fait, moi, j'étais pas conscient jusqu'à il y a pas très longtemps des effets néfastes du manque de sommeil et des effets justement positifs et assez incroyables que fournit le sommeil. Et du coup, est-ce que on a fait, à mon avis, plus ou moins le tour de ce domaine qui est très, très important et très vaste. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, un point dont on n'a pas parlé et que tu trouves qui est capital ou... Oui, alors je dirais que comme on vit dans une société où beaucoup de gens travaillent et que c'est vrai qu'on se repose peu. Prenons juste le thème de la sieste. Je ne veux pas m'étaler, mais c'est quelque chose qui n'a pas très bonne réputation parce qu'on se dit que quand on dort, on traîne. Ou bien, c'est des paresseux. Exactement. Alors, moi, je pense que j'aurais tendance à dire pensez à votre récupération. C'est hyper important. On est comme des batteries. Si la batterie est vide, ça ne sert à rien de rester au bureau jusqu'à 23 heures. Ça ne va pas être plus efficace et on en perdra peut-être la conscience. Donc, en plus, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, la sieste, c'est bien. C'est probablement très bien. Mais il y a certaines personnes qui ne vont pas adhérer pour X raisons. Donc moi, j'aime bien parler de récupération. Et au travail, c'est de se dire, qu'est-ce qui m'aide aussi? Des fois, je suis pris de 8h du matin à 18h le soir. Et puis, je n'ai pas soufflé. Et ça, c'est peut-être pas très bon aussi après pour déconnecter. Donc, quand même être consciente de ce qu'on fait la journée a un impact sur le sommeil. Et puis, de privilégier quand même, peut-être, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, c'est tout d'un coup de se changer les idées. Certaines personnes, c'est le sport, alors, ou c'est s'aérer, d'autres personnes, c'est peut-être regarder un épisode, c'est déconnecter aussi, parce que tout ça, ça a un impact, on l'emmène avec nous sur l'oreiller. Et bien sûr, il y a plein de choses à mettre en place, mais ça, c'est peut-être mon dernier conseil, de penser quand même à se ménager, puis à regarder aussi à quel point, on en parle souvent dans mon cercle privé, des fois on est toujours en train de se dire, mais j'ai pas le temps, il faut que... Et puis en fait, quand on sort de ça et on se dit, stop, maintenant je vais faire, je sais pas... il faut se mettre ces objectifs à la mesure de la journée. C'est clair qu'on va pas, quand on dit sors faire du sport, ça peut être 30 minutes au lieu de faire les 1h30 d'habitude. Mais c'est d'avoir déconnecté, ça va avoir changé. Et on se rend compte que réoxygéner, ou on arrive avec un esprit différent, on se concentre de nouveau. Donc voilà, moi j'aime bien parler de récupération et de ne pas négliger ça. Si ça passe par la sieste, c'est bien. Il faut savoir combien de temps il faut faire. Mais voilà, de penser à ça en journée parce que ce qu'on fait la journée a un impact sur la qualité de notre sommeil aussi. Ok, merci. Et donc, sieste, mais par contre pour les personnes qui auraient du mal à s'endormir, est-ce que tu recommanderais également une sieste? Alors, là, ça va être assez... La réponse, elle est plus au cas par cas. Pourquoi? D'accord. Parce que si tu fais une sieste, si tu as une personne qui a de la peine à s'endormir, prenons-le dans ce sens-là,
et que c'est un problème qui date un petit peu. Elle a sûrement du coup une dette de sommeil. Donc cette personne-là, elle manque de sommeil, la journée, elle est fatiguée. Et donc la sieste, quand tu prends on entend des fois parler de la turbo-sieste. Oui, oui. Alors pourquoi une turbo-sieste? En fait, c'est en général 20 minutes, 20-30 minutes maximum. L'idée, c'est que j'ai parlé plutôt de ce vase de la fatigue qui se remplit au cours de la journée. Alors ce qui est intéressant avec la sieste de 10-20 minutes, parfois, on ne dort pas, hein. On ferme les yeux, mais on se calme, on lâche. Et là, on peut mettre de la musique, on peut aussi faire autre chose. Eh bien, ça va vider ce vase de la fatigue un petit peu sans toucher à la structure du sommeil. Donc, ça te permet, et c'est souvent ce qu'on conseille aux travailleurs de nuit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça dépend tout l'heure et tout, mais on aura tendance à conseiller des petites siestes, en tout cas pas vraiment en pause de nuit. Et en journée, on peut faire la même chose pour soi-même si on ne travaille pas de nuit. Des petites siestes vont aider à réduire la fatigue sans toucher au sommeil. Dans les 2-3 heures qui suivent, on est mieux concentré, les études le montrent. Et puis, en même temps, on n'a pas ce brouillard qu'on n'arrive plus à quitter quand on se réveille. Dali, le peintre, faisait ça. Il se mettait sur une chaise avec une cuillère dans la main. Et puis, au moment donné où la cuillère tombait, c'est qu'il allait rentrer dans le sommeil. Tu vois, tu perds ton tonus musculaire. Et puis, ça le réveillait, puis il repartait. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, qui fait du bien et qui, en général, ne fait pas de symptômes. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne supportent pas la sieste. Après, la sieste, si tu dépasses, si tu fais 30 à 40 minutes, tu vas avoir un peu de sommeil lent profond. Et puis, ça peut avoir une utilité si tu as peut-être peu dormi une nuit ou comme ça. Après, si tu viens faire des siestes d'1h30, c'est-à-dire un cycle complet, il faut faire attention à ça. C'est peut-être plus dans le travail posté, dans le travail pour essayer d'avoir, par exemple, au minimum 7 heures sur 24 heures. Ça peut être pendant les phases accrues d'insomnie. Mais là, on essaye de pas mettre ça... ça doit être occasionnel. T'as fait la fête, t'as pas assez dormi, la journée te semble interminable. Si tu peux faire une sieste plus longue une fois, ça devrait pas trop déranger tes rythmes. Ok. On va gentiment clôturer cet épisode. Et juste avant de terminer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que le succès pour toi ? Est-ce que tu l'entends sur le plan de mon activité professionnelle ou juste de manière complètement... Générale, Okay. complète. C'est toi qui décides si c'est professionnel, personnel. Ouais. Alors comme je peux parler sur les deux plans parce que j'ai la chance que l'entreprise dans laquelle je travaille, je la gère, donc c'est vrai que c'est un regard un peu différent qu'un employé d'une entreprise lambda. Pour moi, le succès, c'est la satisfaction personnelle. Donc, quel que soit ce qu'on a entrepris, c'est d'arriver au bout en ayant de la satisfaction. Et après, je pense que c'est ma grand-mère qui disait tout le temps, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, le succès, c'est d'avoir réussi quelque chose qui était à notre portée. Ça, c'est très important aussi, d'être capable de se dire c'est dans ma portée, je peux, donc je me mets déjà dans des bonnes conditions. Si j'essaye toujours d'atteindre des choses qui sont objectivement au-dessus de mes capacités, j'aurai un sentiment d'échec constant. Donc voilà, pour moi, le succès, c'est d'avoir fait les choses avec plaisir, d'éviter le stress négatif et puis oui, d'aborder les choses avec plaisir et puis de les finir et puis surtout de ne pas négliger la qualité. Ça, c'est ce qui me concerne. J'aime bien me dire que une chose, elle a été atteinte et puis ça peut être le conseil avec une personne, ça peut être quelque chose que j'ai fait à la maison. Voilà. Ok, merci beaucoup Bénédicte. Mais je t'en prie, merci Brian. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et je vous donne rendez-vous au dernier vendredi de ce mois. Ciao, ciao.